Chez Anion, on est la plus grande communauté d'étudiants en médecine qui recevons aujourd'hui l'homme adepte des scènes de crime, Philippe Boxeau. Bonjour monsieur. Coucou. Alors vous faites parler les morts, mais aujourd'hui c'est vous qui allez parler. Dans cette vidéo, on va évidemment aborder du coup votre carrière en passant par votre parcours d'étudiant, donc ça remonte un petit peu. Vos livres devenus incontournables, qui sont juste ici, donc les trois qui sont sortis. Les morts ont la parole, le deuxième, le troisième et le quatrième. Qui va sortir Bientôt. le On y reviendra. 27 août. Le 7 août? Le 27. Le 27 août. Ah, donc ça arrive bientôt. Oui. On a le droit à une petite exclue déjà sur ce livre ou... Je vais parler du plafond de la chapelle Sixtine et du linceul de Turin. Ok, donc En rien à voir plus, avec les trois premiers. si, il y a la même, enfin, il y a une histoire, d'autres histoires, mais du même style, bien sûr, ça change pas. Mais je mettais d'habitude le chapitre historique. Et là, j'ai changé ça. Je préférais parler du plafond de la Sixtine. Je vais montrer qu'il y a un cerveau au plafond de la chapelle Sixtine. Et le linceul de Turin, c'est un truc super intéressant. Il y a un moyen de développer plein de techniques dessus, et notamment de la médecine légale, pour savoir si vraiment quelqu'un est mis dedans, s'il était mort avant, comment il est mort. Ok, donc c'est plus profond quoi. Oui. Ok, d'accord, on va vraiment chercher l'analyse Mhm. finalement. Et dans cette dernière partie, on va évidemment parler donc, des étudiants qui veulent se diriger dans les études de médecine et possiblement du coup dans le domaine de la médecine légale. J'aurais déjà une première question. On s'est tous posé avec l'équipe. Si là maintenant, une personne était tuée dans cette pièce, vous, en tant que médecin légiste, vous êtes présent, est-ce que vous avez le droit d'intervenir? Non. Ou est-ce qu'il y a un protocole? Comment ça se passe? Si la personne est vraiment morte, je devrais m'en assurer. Je dois d'abord vérifier qu'elle est bien morte, parce qu'il ne suffit pas de le penser, il faut le voir, que ce soit certain, quoi. Je mets tout le monde dehors, on ferme la porte, ça devient une scène de crime, il n'y a plus que le laboratoire de la police technique et scientifique qui va rentrer dans cette pièce pour analyser toutes les traces, les indices, etc. Ok. Alors comme il y a des caméras, c'est génial, parce que peut-être que le meurtre sera filmé par une caméra. Et on peut juste se servir de ces preuves-là ou... Non, il faut plus, hein. Mais c'est une preuve en soi. En fait, dans une enquête judiciaire, il y a plein de preuves qui peuvent arriver. C'est le témoignage, c'est la trace qu'on a trouvée sur la scène de crime, ce sont les aveux aussi, éventuellement, de l'auteur. Mais ce n'est pas parce qu'il est un aveu qu'il dit la vérité. Vous allez me dire, oui, mais c'est quand même rare qu'il y ait quelqu'un qui dise qu'il est coupable alors qu'il n'est pas. C'est ça. Eh bien, c'est déjà arrivé. Donc, il faut avoir des éléments qui soient suffisants pour obtenir une certitude. Et la justice pénale ne peut s'exercer de façon efficace que vis-à-vis de certitudes. D'accord, mais ça ne suffit pas qu'une personne dise simplement « je suis coupable ». Non. Il y aura quand même une enquête autour de... Ok. Alors, pour nous présenter, d'abord, évidemment, à ceux qui regardent cette vidéo, donc je m'appelle Delphine, nous, c'est Hermione Médecine, le média numéro 1 de la plus grande communauté d'étudiants en médecine de France. On accompagne donc les lycéens qui souhaitent se diriger vers les études de base ou de l'AS, à travers du coup des conseils, de la méthodologie et du coup de l'entraide. Donc vraiment, on a une grosse communauté sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. Et donc, notre invité du jour, c'est le médecin légiste dont vous avez forcément entendu parler, Philippe Boxeau, que ce soit à travers ses interviews, notamment avec Guillaume Play, qui ont pas mal cartonné. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui... C'est ça qui a tout lancé. C'est ça qui a tout lancé. Guillaume m'avait appelé parce qu'il avait vu, enfin son équipe avait vu un podcast que j'avais fait pour la RTBF, c'est la télévision belge, hein, francophone. Bon, ça a marché, cette vidéo. Il y a eu 1 800 000 vues, je crois. C'est la deuxième qui a bien marché. Donc, on a beaucoup relayé aussi sur le... Ah oui, ça, à mort. Donc, il y a la deuxième vidéo a été tournée après le deuxième bouquin. On est fin 2023, par là. Quand elle est tournée, elle est diffusée en janvier 2024 et en février. En un an, à partir de février 24, grâce à Guillaume, hein, grâce à sa chaîne, on a vendu 950 000 bouquins. Mais je pense que surtout, ça intéresse beaucoup les gens. Oui. Est-ce que les étudiants en médecine... Non, tout le monde. Ouais, je pense que même ce côté criminel, la mort, c'est quelque chose qui intrigue beaucoup les gens de manière générale. Avec ces bouquins-là, on touche tous les publics. Depuis le petit jeune de 15 ans, voire même plus jeune. Hein, j'ai déjà des lecteurs, j'en ai un qui a 9 ans. Donc, objectivement, ouais, c'est un peu jeune. Hein. Mais bon, on verra s'il a des troubles plus tard ou pas. Oui. Il ira chez les psychologues. Et puis, ça va jusqu'à ceux qui ont plus de 80 ans, quoi. Et vous, donc, vous êtes de Belgique. Ouais. Vous êtes du coup belge. D'ailleurs, des milliers d'étudiants partent en Belgique ou même dans d'autres pays, en Roumanie, au Portugal, suivre des études de médecine. Qu'est-ce qui change de la France au niveau de l'apprentissage en Belgique? Rien du tout, c'est la même chose. C'est les mêmes études. Je pense que c'est le même concept aussi, c'est en 6 ans, plus la spécialisation après. Ce qui change, c'est les titres que l'on a, les fonctions que l'on a à l'hôpital, comment on grève les échelons, comment on arrive à... ça, c'est différent. Mais pour le reste, c'est la même chose. C'est quoi le parcours typique idéal pour un lycéen? Alors moi, j'ai pas fait un parcours typique idéal du tout, hein, parce que je pensais pas faire ça au départ. Je voulais être prêtre, donc c'est ce que j'ai vu aussi. Très différent. Fou, rien à voir. Ah non, rien du tout. En plus, aujourd'hui, je suis athée, donc c'est encore pire que ça. Et donc, comment dire? Il faut d'abord faire les études de médecine. On n'a pas le choix.
Mais surtout, je pense qu'il faut faire des études de médecine pour la médecine, pas pour devenir médecin légiste. On peut garder ça dans le coin de la tête en se disant « on verra ». On verra parce qu'au terme des études, il est possible que tout d'un coup, ou pour une raison ou une autre, la médecine légale ne plaise plus autant qu'au début. Donc il faut s'engager en médecine pour faire la médecine et puis ensuite, effectivement, si c'est toujours le désir vers la fin des études, opter pour la médecine légale. Est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés dans ce milieu-là? Ah bah il y a nous, hein. Parce que j'ai vu, là, j'ai un graphique sous les yeux. En France, apparemment, il n'existe que 160 médecins légistes environ. C'est très peu par rapport aux spécialistes Oui, qui freinent. Bon, en France, j'en sais rien. Je peux vous dire pour la Belgique. Nous étions 40 en 2000 pour toute la Belgique. On est 20, un peu plus de 20. Aujourd'hui, en 2025, pour toute la Belgique. Ça veut dire qu'il y a une réduction drastique du nombre de médecins légistes pour des tas de raisons différentes. La première, c'est que en Belgique, à tout le moins, c'est pas bien payé. En Belgique, toujours, il y a plein de gardes. Ça veut dire qu'on fait notre job pendant la garde. Oui, mais la garde, c'est pas la mode, hein. Se dire que de 8h du matin, un jour, jusqu'à 8h du matin, le lendemain, on peut rien faire, rien prévoir, rien organiser, que d'être disponible pour répondre à un coup de téléphone, c'est un peu difficile, voilà. Alors, étant donné qu'on n'est pas nombreux, on fait énormément de jours de garde. Alors vous allez me dire, oui, mais il ne se passe pas toujours quelque chose. C'est vrai, il ne se passe pas toujours quelque chose. Mais je ne le sais pas en début de journée. C'est justement que vraiment tous les jours, il y a... Non, il y a une réduction du nombre d'appels. Donc on tourne à 1,5 cadavres par jour. Ça veut dire qu'il y a des jours où on en a 4 et des jours où on n'en a pas. Alors parmi tous ceux qui meurent, il y a beaucoup de gens, et Durkheim le disait déjà, Durkheim c'est un sociologue qui, il y a un siècle ou deux, je ne sais plus quand, disait que toute société fournit annuellement son contingent de suicides. En clair, quoi qu'il advienne, il y aura toujours des suicides. Quoi qu'il advienne, il y aura toujours des meurtres. Ça fait partie de la nature humaine et ça, vous ne sauriez pas faire autrement. Oui, évidemment. Et donc vous êtes diplômé en anthropologie judiciaire. Ouais, C'est bien ça? ouais, Et je le rappelle, vous avez été professeur à l'université de Liège. toujours. Toujours le Ouais, cas? ouais. Génial. Et vous y avez enseigné du coup la médecine légale, la déontologie médicale et la médecine d'expertise. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'envie des jeunes de devenir médecin? Est-ce que ça n'a pas baissé? Est-ce que... Ça n'a pas baissé, c'est pas ça qui a baissé. Ce qui a baissé, c'est le nombre que l'on autorise, tant en France qu'en Belgique. Il y a une espèce de numerus clausus. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous, les Français, comme nous, les Belges, eh ben, si moi j'ai envie, imaginons que je sois un étudiant de 18 ans, de faire la médecine, il faut encore que je passe tous les arcanes pour pouvoir la faire. Et de toute façon, l'État ne va accepter qu'un certain nombre de médecins. En fait, l'idée de l'État, c'est réduisons le nombre de médecins pour réduire l'impact financier sur la sécurité sociale. C'est aussi con que de réduire le nombre de croque-morts pour réduire le nombre de morts, hein. Donc, il y a quelque chose dans la tête de nos dirigeants qui ne va pas bien. Et on se retrouve tant en France qu'en Belgique d'ailleurs, avec de véritables déserts médicaux. Des communes, chez vous, c'est des mairies qui offrent carrément des maisons aux médecins pourvu qu'ils viennent s'installer un certain nombre d'années, avec la certitude qu'il aura du boulot. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont plus de médecins. C'est ça. Mais d'ailleurs, c'est une folie, hein. les déserts médicaux, c'est vraiment d'actualité puisque le 7 mai 2025, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi qui vise du coup à réguler l'installation des médecins. Il y a vraiment, c'est vraiment dramatique parce qu'il y a eu plusieurs manifestations à Paris, donc de médecins ou même des étudiants en médecine qui ont fait grève. Est-ce que cette initiative, elle va pas bloquer justement les prochaines générations de jeunes qui veulent se lancer dans les études de santé? S'il y a quelque chose qui bloque les jeunes qui veulent se lancer dans les études de santé, c'est l'absence de certitude d'avoir du job à la fin et surtout l'absence de certitude de pouvoir les commencer ces études et de les terminer. Alors, dans la mesure où on manque de médecins, ce que le gouvernement doit faire en Belgique comme en France, c'est ouvrir des places et faire en sorte qu'il y ait des gens qui s'y intéressent. Et moi, je n'ai aucune crainte quant au fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'y intéressent que ceux qui rentrent. Donc, il faut pas, les gouvernements ne doivent pas avoir peur. Et vous dirigez également l'Institut de médecine légale depuis 2001. Et donc vous expliquez du coup, c'est un centre médico-scientifique où sont pratiquées du coup des autopsies médico-légales dans le cadre de dossiers judiciaires, donc mort suspecte, violence, accident. Est-ce qu'il y a un cas ou une autopsie qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Toutes les autopsies qui marquent le plus, c'est celles des enfants. C'est les plus dures. Alors oui, il y a des autopsies qui marquent parce que c'était, comment dire, médiatisé avant qu'on découvre les cadavres, ou il y a des grandes affaires, quoi. Des grandes affaires, elles deviennent surtout parce que c'est souvent quand ça touche des enfants d'ailleurs, hein, qu'on ne les retrouve pas, ils ont disparu, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ce sont ce qu'on appelle de grandes affaires. Et là, effectivement, ou les affaires du djihadisme, ça j'en ai eu au moins 2. Et effectivement, c'est des histoires qu'on retient. Mais c'est des histoires que je ne raconte pas. Oui, parce que c'est trop sensible comme sujet. C'est beaucoup trop sensible, c'est très touchy, on va les retrouver tout de suite. Moi, mon idée, quand je raconte mes histoires, dans le premier, c'est différent. Parce que dans le premier, objectivement, ce sont des cas tellement particuliers que voilà.
les gens qui ont connu le dossier peuvent le retrouver. Mais dans les autres, allez-y. Hein. Parce qu'en 2006, j'ai vu, vous l'aviez déjà raconté, une affaire faisant vraiment marquer la Belgique. C'est celle de l'assassinat de Stacy Lemens et de Nathalie Mailly, 2 fillettes âgées de 7 et 10 ans. Elles ont disparu dans la nuit du 10 juin 2006 alors qu'elles jouaient près d'un café. Leurs corps ont été retrouvés 18 jours plus tard dans un égout. Et vous avez été chargé des autopsies dans cette affaire. Vous les avez même décrites comme les plus difficiles de votre carrière. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là, pensez-vous? En fait, ça, je ne peux pas vous le raconter parce que c'est une affaire qui est beaucoup trop touchy pour qu'on en parle. Mais ce qui m'a le plus touché dans l'histoire, c'est qu'en 2006, ces fillettes aient le même âge que ma fille aînée. Autrement dit, quand vous faites l'autopsie d'un corps, tant que vous êtes à distance, ça va très bien. Mais à partir du moment où vous êtes en face du sujet et qu'il vous rappelle vos propres enfants, ça va déjà nettement moins bien. Et puis ce qui m'avait frappé dans cette histoire, et ça je l'ai dit des tas de fois, donc je peux vous le dire aussi, c'est que, alors que j'avais mis une hypothèse en salle d'autopsie, une hypothèse quant à la cause de décès des fillettes, c'était 2 heures après sur toutes les agences de presse. Wow. Comme étant la cause certaine du décès. J'ai démontré que ce n'était pas vrai, ce n'était pas la cause du décès, j'ai juste évoqué que c'était une hypothèse, et je n'ai évoqué cette hypothèse que dans ma salle d'autopsie. Pas en dehors, j'en suis pas sorti entre le moment où je l'évoque et le moment où c'est dans la presse. Dans la salle d'autopsie, je suis sûr qu'aucun ne l'a divulgué. Mais voilà, on travaille avec des ondes radio qui sont captées. Donc la presse l'a entendu. Et j'ai eu des problèmes parce qu'on a imaginé que j'avais cafeté à la presse. Et je me suis dit, mais c'est complètement crétin votre idée, parce que comment voulez-vous que je cafete à la presse un truc qui n'est pas vrai? Oui, bah oui. Parce que du coup, pour ce genre de cas, est-ce que les protocoles d'autopsie ils peuvent changer en fonction de la victime, si c'est un enfant, une personne Non. âgée? C'est pareil pour tout le monde? Ouais. Ouais. Il vaut mieux d'ailleurs, parce qu'un protocole ne marche vraiment bien que quand on l'a dans le corps, quoi, quand c'est devenu une systématique. Votre cerveau ne réfléchit même plus, on sait ce qu'on va faire, vos doigts, vos mains, vos bras ne réfléchissent plus, on sait ce qu'on fait, même sans y penser. Ça, c'est quand on a gagné ça. Ça veut dire qu'on est en train de faire quelque chose d'habituel. Alors, il vaut mieux avoir cette systématique parce que ça permet de rien rater, surtout de ne rien oublier. Oui, bien sûr. Et de cette manière-là, on n'oublie pas, on rate rien, on fait attention à tout. La systématique, les services d'urgence vous diront exactement la même chose. Hein. Quand ils arrivent sur place, il y a quelqu'un qui est par terre, on ne sait pas s'il est vivant ou mort, on découpe le vêtement, on met des électrodes, on vérifie s'il y a une activité cardiaque. Hein. C'est des systématismes que l'on a engendrés, où on ne réfléchit même plus, parce que j'ai dans les services d'urgence comme ça des urgentistes qui sont venus mettre des électrodes sur un corps auquel il manquait la tête. Ah oui, ok. C'est la preuve qu'ils ne réfléchissent pas. Bah oui. S'ils avaient réfléchi, Pas d'intérêt, quoi. il n'y a aucun intérêt. Et vous m'aviez dit, donc, en off de cette vidéo, lorsqu'on s'était rencontrés, cette phrase qui m'avait vraiment marqué, que j'ai renotée d'ailleurs, 90% des meurtres sont le plus souvent le cul et les écus. Cette phrase est folle. J'adore cette phrase. C'est pas moi qui l'ai inventé, le QSEQ. C'est un proxénète belge de la région d'Anvers qui a lancé ça à la télé. On était au début des années 80, je crois. Ça m'avait frappé. Je trouvais que c'était bien. Taper Q et Q, ça sonne. Hein, tu vois, il y a une résonance. J'aimais bien ça. Et c'est vrai que les motivations de meurtre sont souvent soit une histoire de fesses, comme on dit, hein, donc une histoire d'amour, hein, si on veut être poli, soit une histoire d'argent. Parfois même les deux. On va passer à l'interview courte d'Hermione. Donc, on a posté un message sur notre compte et canal Instagram qui disait « Si vous aviez un médecin légiste en face de vous, quelles questions lui poseriez-vous » Et donc, vu qu'on a une grande communauté, ils ont été très investis. Ce post leur a vraiment plu. Et donc, j'en ai retenu 10 parmi des centaines. Et voici celle que j'ai retenue, que je vais vous poser. On a une première question de Rime qui demande « Quel est votre quotidien? À quoi ressemble une journée de médecin légiste ?» Bon, il faut 2 gardes déjà pour avoir une journée de médecin légiste. Elle commence avec l'allumage du téléphone, hein, nous on dit GSM, vous dites portable. Oui. Ouais, c'est la même chose. Donc c'est le machin qui nous suit partout, qu'on a en poche et qui nous emmerde. Donc c'est ce truc-là, vous le branchez, vous mettez en mode, je veux bien te déranger, quoi. Et puis, il va sonner. À un moment donné de la journée, normalement, il va sonner. Celui qui vous appelle, c'est le procureur. Et le procureur vous dit, voilà, j'ai un cadavre à tel endroit, est-ce que tu peux aller le voir? Je me fie pas trop à ce que raconte le procureur, j'avoue, parce que il y en a déjà un qui m'a dit que c'était un pendu, j'ai trouvé quelqu'un qui était suicidé à l'arme à feu. Donc, t'as le policier qui arrive sur place, qui constate des trucs, qui le dit à la centrale le prévient le procureur me téléphone. Les informations sont parfois un peu tronquées, et puis il y a du boulot pour tout le monde, et j'ai l'impression parfois qu'on confond des choses où on croit comprendre. Enfin, quoi qu'il en soit, je me fie pas trop à ce qu'il me dit, sauf à l'adresse. Donc, je vais à l'adresse, je vais voir le corps, je fais mon rapport au procureur,
et puis je ferai un rapport écrit au procureur. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est autant de fois dans la journée où le procureur a besoin de nous. On a Chala qui demande, est-ce qu'on devient médecin légiste uniquement par passion? Ah ouais, c'est pas un métier qu'on va faire contraint. D'abord, c'est à l'envers des études de médecine. Quand on fait la médecine, ce qu'on espère, c'est guérir. C'est surtout soigner des gens. Or, la guérison est une chose très difficile à obtenir en médecine. Il n'y a pas grand-chose qui guérit. Mais soigner, oui, il y a énormément de choses qui soignent, par contre. Et moi, j'ai perdu tout ça. Le curatif, le préventif, c'est terminé. Donc, le faire contraint, c'est difficile. En plus, voir des cadavres en étant contraint de les voir, ça, c'est plus pénible qu'autre chose. On a Ryan qui a posé une question qui paraît un peu bateau, mais qui est très intéressante, mais surtout très subjective selon moi. Selon vous, quelles sont les 3 qualités d'un bon médecin? Alors, pour être médecin, il faut d'abord avoir un peu d'empathie avec les gens, parce que cette empathie-là ne serait non pas à souffrir avec eux, mais à les écouter. À les écouter et surtout les entendre. C'est à travers cette relation-là que l'essentiel du travail se fait. Deuxièmement, avoir une bonne connaissance de la physiologie et de la pharmacologie, parce que c'est sur base de la physio que se développe toute la médecine interne, et sur base de la pharmaco que se développent tous les traitements qu'on va pouvoir appliquer. Voilà. Ces 2 éléments-là, pour moi, sont les plus importants. Et le troisième, c'est avoir un bon examen clinique. Parce que pour l'instant, on envoie les gens facilement, déjà à mon époque, on envoie les gens facilement aux examens complémentaires. C'est gentil, les examens complémentaires, il faut certainement en faire, mais il faut que ces examens soient guidés par la clinique. Ok. On a une question de Louis. Est-ce qu'on s'habitue finalement, on dit d'un certain temps, à côtoyer la mort d'aussi près? Ah oui, moi, ça n'a jamais causé de problème. Oui. Mm. Et vous n'avez pas peur de votre propre mort? Non, j'ai résolu le problème. En fait, pour faire la médecine légale, tu es obligé de résoudre ce problème-là. Si tu ne l'as pas fait, tu vas dans le mur. Tu vas dans le mur parce qu'à un moment ou à un autre, ça va te retomber dans la tronche, mais à vitesse VV', ça va même te casser la gueule et tu ne sauras plus faire ton métier. Donc il faut avoir résolu ce problème avant. Mais j'ai pas dit que j'en avais pas peur. Moi, j'ai peur de la façon de mourir. J'ai pas peur de mourir, mais de la manière. Il y a des manières, j'ai pas envie. J'ai pas envie de mourir noyé, j'ai pas envie de mourir brûlé vif. Enfin, c'est quoi la pire manière de mourir? Ah, pour moi, c'est brûlé vif. Ah ouais? Ouais. On souffre? Ah ouais, il y a tous tes récepteurs thermogésiques là, qui t'informent qu'il y a un problème. Ok. Et c'est quoi la meilleure manière de mourir? Il y a une pathologie qui s'appelle la cardiomyodysplasie du ventricule droit, qui est une pathologie qui touche le ventricule droit. En fait, c'est une infiltration graisseuse. C'est des adipocytes qui viennent à l'intérieur du myocarde, essentiellement du ventricule droit, et qui dissocient les fibrilles. En clair, l'information, l'influx nerveux qui permet la contraction, à un moment donné, ne passe plus. Donc le cœur s'arrête. C'est une maladie en général, pas toujours. Mais il n'y a pas de prodrome, autrement dit, c'est pas que tu l'as. C'est une découverte autopsique, et le seul traitement, quand on sait que la personne souffre de la maladie, c'est une greffe cardiaque. Mais c'est une belle mort parce que c'est une mort subite, instantanée, qui fait pas mal. Finalement. On a Ava qui demande quel métier feriez-vous si vous n'étiez pas médecin? Ah, mais j'aurais été avocat. Donc je voulais être ça au départ, et l'évêque de mon diocèse m'avait dit, écoutez, vous voyez, allez d'abord faire des candidatures, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les bacs, en Belgique, c'est-à-dire les premières années des études, quoi, avant les maîtrises. Et je me suis dit, allez, merde, quoi, pourquoi tu m'ennuies avec ça? Moi, je t'ai dit, je veux devenir prêtre, il manque de gens, les séminaires. Et puis je me dis, bon, il me l'a demandé, je le fais. Et j'avais le choix dans mon choix à moi, c'est pas lui qui me l'imposait, entre la médecine et le droit. Et c'est tout à fait par hasard que j'ai fait la médecine, donc à contrario, j'aurais tout aussi bien fait le droit. Aujourd'hui, je serais avocat ou procureur du roi, quelque chose comme ça. Ouais. Parce qu'en vrai, quand on est médecin, le droit, on l'étudie en soi. Très peu, dans les cours de déontologie. Mais il y a des bases quand même qu'on est censé... Il y a des bases juridiques, ouais. Mais c'est du droit médical, c'est du droit nécessaire à l'accomplissement des missions médicales. C'est pas du droit général. Moi, j'ai une question, donc c'est la mienne. Vous m'aviez déjà répondu, mais je trouve que votre réponse était très pertinente. Est-ce qu'on est tous capables de tuer? Ah oui. Mais pour ça, j'en suis persuadé. Il y a peut-être quelques personnes qui n'en sont pas capables. Ça, on peut pas... Parce que pour tout ce qui est activité humaine, c'est des courbes de Gauss. Donc, tu as sûrement des gens qui sont très capables de le faire. Et d'ailleurs, il y a des meurtriers en série. Et puis, tu as des gens qui sont très incapables de le faire. OK. Et puis, il y a toute une gamme d'individus qui, eux, se trouvent parfois au mauvais endroit, au mauvais moment, dans les mauvaises circonstances, avec peut-être un flingue sur eux, une arme en main, ou à proximité, une hache, un bistouri, un scalpel, c'est la même chose, un tournevis, enfin quelque chose qui est capable de tuer et qui tue. Donc ça, c'est effectivement un danger. C'est d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, dans les mauvaises circonstances. Et le cerveau déraille complètement.
Et dans ces moments-là, quand on n'est pas tueur en série et qu'on est une personne banale et que du coup on commet l'acte, est-ce que le cerveau se met en blackout ou il se rend compte de ce qu'il fait sur le moment? Sur le moment, peut-être pas, mais juste après, oui, hein. Ouais, on est en état de choc en fait. C'est comme Ouais. si le corps se séparait complètement de nous. Pour certains, pas tous, hein, mais pour certains, oui. Et ceux-là, j'en ai souvent des gens qui donnent des tas de coups de couteau, jusqu'à 50, 60, C'est ça. et ils se souviennent des 2-3 premiers Mhm. et pas des suivants. Alors on se dit en général, il nous ment. Et pas du tout. Le cerveau s'est mis en rideau. Il n'a pas retenu la suite. C'est fou. On a Fares qui vous demande, un étudiant peut-il aimer la médecine légale sans pour autant être fasciné par la mort? C'est possible? Ah oui, bien sûr, je suis pas fasciné du tout par la mort. C'est vrai que le mot fascination, ça fait un peu une adoration, Ouais, mais ça j'ai pas. Et la mort ne me fascine pas, je me pose même pas de questions dessus. Dans la mesure où, dans ma tête et tel que je le conçois, c'est un interrupteur que l'on coupe, et puis juste après, il n'y a plus rien. Donc je me pose exactement comme avant la naissance. Je me pose pas la question. Et donc, j'ai pas de fascination. on a Ena qui demande comment séparer travail et vie personnelle au vu des images qui peuvent être choquantes dans le quotidien. Mais j'ai aucune idée. Quand ça se fait naturellement, je me pose même pas la Tu question. fais pas des cauchemars la nuit? Ah non, jamais. Non, pas là-dessus. Ok. Quand je fais des cauchemars, c'est je compte quelque chose et le comptage n'arrive jamais juste. Ça, c'est mon cauchemar. J'en ai pas d'autres. Et par contre, rêver d'un cadavre, jamais, 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 jamais. Non. Ce métier-là n'entre pas dans ma vie privée. Il y a Gabriel qui nous a dit, c'est sûrement une question bête, mais en tant que médecin légiste, est-ce qu'on travaille uniquement sur des morts ou aussi sur des vivants? Par exemple, des femmes victimes de violences. C'est pas bête du tout. C'est très intelligent. On voit 80% de vivants. Gabriel. Ok. 80% de vivants pour 20% de morts. Donc nous, on en voit plein, mais plein. C'est des coups et blessures, oui, les victimes entendues malheureusement, les enfants battus, toutes des histoires comme ça, qui sont en général dramatiques. Et je vous avoue, c'est beaucoup plus dur d'examiner des vivants dans des circonstances pareilles que de voir un mort. C'est dire, ouais, enfin quand même, le vivant, il est vivant. Oui, bah oui. Ouais, le vivant, il est vivant. Justement, il est vivant. Le mort, il a fini de souffrir, lui. Hein. Et en plus d'être le Philippe Etchebest des cadavres, vous maniez aussi bien le scalpel que la plume, puisque vous avez écrit 3 livres que j'ai présentés un peu au début. Donc les 3, ils ont fait des centaines de milliers de ventes. Il y a Les morts ont la parole, qui est juste ici, donc publié en 2022. Dans ce livre, vous retracez surtout les récits de vos expériences donc en tant que médecin légiste. Vous parlez notamment de certaines situations où les décès ne sont pas toujours tels qu'on les imagine. Donc on peut parler par exemple de suicides qui a été un peu maquillé. Il y en a un là-dedans, c'est un type qui a une arme à feu en main. Quand j'arrive, il a un trou de passage de projectile à la tempe gauche qui correspond à un trou d'impact de projectile quand on met l'arme en contact de la peau, donc c'est bon, c'est tout bon. Ouais, sauf qu'il n'est pas gaucher. On a fait des traces de poudre sur le dos de la main du gars, on s'est rendu compte que c'est pas lui qui avait tiré, donc il y avait quelqu'un, un auteur, qui lui devait être droitier, parce que pour tirer quelqu'un à hauteur de la tempe gauche, c'est avec une main droite. Donc en fait, ce premier livre, c'est un peu votre quotidien, quoi. Non, c'est des histoires exceptionnelles, qui n'arrivent qu'une seule fois dans la carrière d'un légiste en général. Les quotidiens, c'est les 2 suivants. Mais le premier, c'est vraiment une histoire d'exception. Et je pensais que je n'en écrirais qu'un bouquin, je ne pensais même pas en écrire un jour. Ah oui? Donc je l'ai bourré de trucs, et là je le regrette parce que je me dis, merde, j'aurais pu prendre certaines de ces histoires et en faire des histoires plus complètes, quoi. Oui, bien sûr. Et même plus intéressantes que de les baquer comme ça dans un bouquin. Et pourtant, ce livre-là a cartonné. C'est celui qui retourne le mieux, hein. Il est à plus de 400 000 ventes, donc oui. On a le deuxième, donc Entretien avec un cadavre, publié en 2023. Donc, dans ce livre, vous vous consacrez plutôt aux décès suspects, donc c'est-à-dire dévoiler certains indices et traces qui permettent de reconstituer les circonstances d'un décès. Et on a le troisième, donc l'avant-dernier, La mort en face, publié en 2024, qui a d'ailleurs cartonné aussi. Donc c'est ça qui est fou, c'est que les 3 ont vraiment marché, les gens ne se lassent pas. Et dans celui-ci, vous allez vraiment au bout avec une réflexion un peu plus personnelle, je trouve, de ce que j'ai lu sur le médecin légiste et sur la mort en elle-même. Pourquoi avoir eu envie d'écrire? Parce que vous me disiez que c'était même pas prévu à la base. Est-ce que c'est pour garder une certaine trace écrite, un héritage Non, pas du de tout. votre métier? Pas du tout? Ah non. C'est l'éditeur qui m'a proposé d'écrire. Ok. Et d'abord, je lui ai dit non. Parce que j'ai dit, écoutez, on se voyait à l'époque. Écoutez, non, je sais pas écrire. Hein. Ouais, mais c'est pas grave, vous pourriez essayer sur 2-3 chapitres, on verra bien comment vous écrivez, etc. Puis ça a été. J'ai fait le premier bouquin, c'était une souffrance, le premier bouquin. En écriture, oui, si, je t'assure, c'est pénible. Parce que je sais pas écrire, donc il a fallu que j'apprenne, c'était waouh. Ça a été dur. Deuxième bouquin, beaucoup plus simple, le troisième, sans problème, et le quatrième, alors, comme une fleur.
Je vais vous proposer un petit jeu. On a la production qui a fait un petit bocal avec des papiers. Hop, avec des questions très simples et un peu de vrai ou faux. Vrai ou faux, le cœur peut littéralement éclater de tristesse. Non, un cœur n'éclate pas. Ok. N'éclate pas. Par contre, la tristesse, c'est la maladie de Takotsubo, qui a été décrite, c'est mourir de chagrin. Touche plutôt les femmes prédisposées que les hommes. C'est plus de 80% de femmes pour beaucoup moins d'hommes, forcément. Et c'est en général une transformation du cœur qu'on ne saisit pas encore bien et qui prend la vase, sur ce ventricule gauche, hein, d'un vase de Takotsubo. Ok. C'est un vase antique japonais qui servait à capturer les pieuvres. C'est une maladie dont on ne connaît pas grand-chose. On constate que ça touche plus souvent les femmes que les hommes. Et effectivement, c'est en relation notamment avec la tristesse. Vrai ou faux, une prépa est utile pour réussir sa première année de médecine. Ça, c'est totalement vrai, sauf si vous avez fait des études hyperscientifiques. Ok. Donc en fait, le cliché que les études de médecine sont vraiment compliquées et qu'il faut vraiment bosser, c'est vrai. Parce qu'il est dit que ça fait partie des études les plus compliquées. C'est vrai. Certains Avec ingénieur. étudiants même dès la première année. Oui, avec ingénieur. Mais la première année, Avec ingénieur. en tout cas en Belgique, n'est pas faite pour encourager les étudiants à rester. Hein. C'est vraiment, on casse de l'étudiant, en clair. Les corps d'autopsie ne peuvent pas être présentés à la famille. Ah ben si, nous on a une loi qui date de 1998 où le corps doit être recousu, remis en état tel qu'on l'a retrouvé. Il ne faut pas le ressusciter non plus, mais tel qu'on l'a retrouvé, en état, de façon à ce qu'il soit présentable pour la famille. C'est une obligation légale. Très bien. En France, je ne sais pas. En Belgique, c'est comme ça. Vrai ou faux, le corps humain reste conscient plusieurs minutes après la décapitation. Alors ça, c'est marrant parce que à l'époque, on décapitait toujours, ça commence à dater. Hein. Et à l'époque, il y a eu des médecins qui ont demandé à certains guillotinés de continuer à cligner des yeux autant qu'ils pouvaient, à partir du moment où ils étaient guillotinés, pour voir combien de temps la conscience persistait. Alors, c'est sûrement pas des minutes, c'est quelques secondes, ça c'est sûr. C'était des tests qu'ils voulaient faire, et c'était un peu particulier quand même comme test, mais ils le faisaient. Il y a beaucoup de médecins qui faisaient des tests un peu divers. J'en ai un qui a accroché des cadavres, il les a crucifiés dans un hôpital parisien, il les a crucifiés en mettant les clous dans la paume de main pour vérifier si le cadavre allait tenir ou s'il allait se détacher. C'était en rapport avec la mort du Christ. Et c'était très intelligent, c'est vraiment le truc à faire, hein, pour prouver que les clous étaient plantés plutôt dans les poignets que dans la paume. Il avait parfaitement raison. Vrai ou faux, on peut réellement mourir de rire? Oui, il y a moyen. Oui, c'est un espèce de Valsalva, hein, donc t'expulses et en plus, tu fais une compression importante. Gros fou rire. C'est un énorme. Et quelqu'un de prédisposé risque effectivement de ne pas avoir de retour sanguin et donc de perdre connaissance. Et s'il perd connaissance de mauvaise manière, le sang ne remonte plus. Les ongles et les cheveux ne continuent pas de pousser après la mort. Si, ils continuent, mais pas longtemps. Et d'ailleurs, quand un monsieur meurt, et les pompes funèbres, à l'époque où on présentait encore les corps aux familles, il était dans le cercueil, et puis les pompes funèbres revenaient le lendemain pour le raser. Parce que la barre continue de pousser. Ouais. Nous disons que la mort n'est pas un processus, n'est pas un événement, c'est un processus. Donc elle s'inscrit dans un continuum. Toutes les cellules ne meurent pas en même temps. Ok. On va passer du coup à Hermione classe les affaires. Donc je vais vous citer 3 affaires qui ont été ultra médiatisées. Et je veux que vous me donniez votre point de vue d'expert. Donc la première, c'est celle qui me passionne entre guillemets, mais depuis des années, j'ai lu tous les articles dessus. C'est la disparition de Madeleine McCann. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est en Espagne ou au Portugal? C'est au Portugal. On est le 3 mai 2007 lorsque Madeleine McCann, une fillette de 3 ans, a disparu à Praia da Luz. Donc c'est une station balnéaire au Portugal. Elle était britannique. Elle était en vacances avec ses parents, donc Kate et Jerry McCann, et ses 2 frères jumeaux. À 22h, la mère constate que du coup Madeleine n'est plus dans son lit. Aucune trace d'effraction, mais la fenêtre était ouverte. Ça fait maintenant 18 ans qu'on ne sait pas si Madeleine est morte ou vivante. Dans ce cas de disparition d'enfants, pourquoi on n'arrive pas à les retrouver? Ouais, c'est souvent les enfants qui disparaissent. Hein. Donc forcément, c'est souvent les enfants qu'on n'arrive pas à retrouver. C'est une disparition surtout d'un enfant. Il n'a pas les moyens nécessaires pour lutter, se débattre, s'enfuir, etc., etc. Et un enfant est beaucoup plus facilement maîtrisable qu'un adulte. Donc quand on met tout ça ensemble, c'est effectivement souvent les enfants qu'on ne va pas revenir. Mais ici, dans le cas de la petite, l'idée, c'est qu'elle serait morte quasiment le jour même et qu'elle aurait été enterrée pas très loin par un ressortissant allemand qui serait dans le coin. C'est une enquête qui piétine depuis un bon moment. On espère qu'un jour ou l'autre, elle va se résoudre. Mais j'en sais pas plus long. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a fait? Peut-être qu'on le saura.
Si on trouve le corps, ça m'étonnerait qu'on arrive à dire beaucoup de choses parce que il est certainement en état de squelette s'il existe encore. Parce qu'il y a des terres qui permettent... j'ai déterré un type, un adulte, qui était mort depuis 2 ans. Mais le terrain était tel que il était drainé sur le plan de la flotte et drainé sur le plan de l'oxygène, donc de l'air qui passe. Et le corps était mais complètement disparu. Il me restait 2 fragments osseux pour travailler dessus, quoi. J'ai rien de plus. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, même 20 ans après, même si on revenait Toujours dit, sur il trace, est possible qu'on retourne la tombe de la petite et qu'on passe complètement à côté parce que les os seraient peut-être, ça dépend de la terre, complètement détruits, complètement. C'est fait pour, hein. C'est fait pour. Nos organismes sont faits pour être détruits dans la terre ou même à l'air libre et pour rejoindre la nature, hein. Et les parents qui tuent leurs enfants, du coup, parce que là, est-ce qu'on est toujours sur cette situation d'être au mauvais endroit, au mauvais moment? Les parents qui tuent leurs enfants, les infanticides, c'est heureusement pas trop fréquent. C'est pas une question de mauvais endroit, mauvais moment, il se passe autre chose dans la tête des gens, une exaspération, enfin, il y a quelque chose qui se passe en tout cas et qui arrive à les tuer. C'est sûrement l'un des féminicides les plus médiatisés de France. C'est aussi une affaire que j'ai beaucoup suivie, c'est l'affaire Naval. Le 28 octobre 2017, pour représenter le contexte, Jonathan Daval signale la disparition de son épouse Alexia. Il affirme qu'elle est partie faire un jogging, qu'elle n'est jamais revenue et 2 jours plus tard, son corps calciné est retrouvé dans un bois proche de chez eux. Pendant 3 mois, Jonathan, il s'est présenté comme un veuf complètement détruit. Il participait même à des marches blanches, il pleurait à côté de ses beaux-parents et au final, il a avoué son meurtre en garde à vue. Est-ce que les hommes sont plus aptes à tuer que les femmes? Oui, bien sûr. Les féminicides, donc ce qu'on appelle le féminicide, c'est un mot que j'aime bien, mais j'ai pas envie de voir que ça rentre dans une loi spécifique qui envisagerait le mot féminicide dans la loi. Pourquoi? Parce que ça engendre une distorsion entre l'homicide et le féminicide. Un féminicide, c'est un homicide, mais c'est un homicide aggravé. Aggravé par le fait qu'il s'agit d'une relation conjugale ou amoureuse, dans à peu près tous les cas. Ou en tout cas, une relation où la sexualité joue un rôle. Et donc, ce que j'aimerais voir apparaître dans la loi, c'est cet aspect-là plutôt que le mot féminicide. Et comme circonstance aggravante de l'homicide. Homicide avec un grand H, il s'agit de tuer quelqu'un de l'espèce humaine. C'est ça l'idée, hein. On ne vise pas nécessairement l'homme et pas la femme. Donc, oui, il y en a beaucoup plus de féminicides que d'homicides, hein, pour reprendre les termes. Notamment parce que les hommes sont très cons et les femmes bien plus intelligentes, hein. Je dis toujours, les femmes ont découvert que le divorce existait, les hommes... Et je ouais. pense même que les femmes ont plus ce côté un peu vicieux, peut-être de C'est pas vicieux. poison ou de... C'est pas vicieux. Elle fut peut-être comme ça, elle, non? Non, c'est pas du vice. Est-ce que la femme est plus forte que l'homme? Physiquement? D'habitude, non. D'habitude, non. Donc, elle va certainement pas, s'il veut affronter l'homme, l'attaquer de face avec son petit corps contre l'espèce de bulldog qui seront en face. Il y a plusieurs solutions, elle peut l'assommer, enfin, j'ai vu toutes sortes. Mais souvent, moins maintenant, parce qu'on a les moyens de les détecter, mais à l'époque de Louis XIV et jusqu'en 1800, allez, on va dire à la fin du XIXe siècle, on n'avait pas encore découvert le moyen de dépister les drogues. C'était le truc sympa, le plus pratique pour une femme pour tuer son mari. C'était l'empoisonnement. Et là, à partir du fin du 19e, on a vu les empoisonnements régresser de façon vraiment cataclysmique parce qu'on a trouvé le moyen de les dépister. Le premier qui trouve le moyen de dépister, c'est en 1826 par là. C'était un Belge qui s'appelait Jean Servestas et qui trouve le moyen de dépister la nicotine dans les viscères, donc dans les organes. Et c'était génial. La technique qu'il utilise, c'est presque la même qu'on utilise encore aujourd'hui pour découvrir la nicotine. Et le troisième, c'est l'homme le plus recherché. On ne parle que de lui, mais personne n'a jamais été encore capable de le retrouver. Il y a même des influenceurs, dont Aquababe, qui se sont mêlés à l'affaire. C'est Xavier Dupont-de Ligonnès, évidemment. Je le rappelle quand même si je pense que tout le monde connaît l'histoire. En avril 2011, à Nantes, 5 membres de la famille Dupont de Ligonnès sont retrouvés assassinés et enterrés, du coup, sous la terrasse de leur maison. Le père Xavier est le principal suspect. Il me semble qu'on en avait déjà parlé. Est-ce qu'il existe un profil particulier d'un crime parfaitement orchestré? Alors ça, il faudrait demander aux psychologues ou aux psychiatres. Parce que c'est une démarche criminelle, ce n'est pas la démarche du légiste. C'est la démarche du psychologue ou du psychiatre, mais oui, c'est de la psychopathie profonde, hein. Ça, certainement. Maintenant, il faudrait demander peut-être même un profiler de faire le profil de ce monsieur pour savoir exactement qui il est, en fonction des éléments qu'il a laissés derrière lui. Et donc lui, on peut le considérer comme un serial killer. Ah, mais c'en est un. La définition de serial killer, c'est quelqu'un qui tue plus de 3 personnes, volontairement, okay. Pas dans un accident de roulage, mais volontairement. Eh bien, lui, il a tué plus de 3 personnes. Maintenant, à première vue, il a arrêté, ce qui le rend encore moins retrouvable.
Si toutefois il était encore en vie. C'est l'opinion de beaucoup qu'il est encore en vie, c'est la mienne aussi, c'est qu'il est encore en vie quelque part. C'est un psychopathe comme ça, il ne va pas se suicider après, ça j'ai un gros doute. Selon vous, du coup, il est vivant? Oui. Ok, parce qu'en plus, vous m'aviez parlé de prescription à apparemment 20 Oui. ans à compléter. En loi belge. Loi belge, donc ça veut dire que du coup, après un certain délai, Ouais. une personne ne peut plus être poursuivie du coup. C'est le délai de prescription. On l'a créé, en Belgique en tout cas, en France je ne sais pas du tout, mais en Belgique on l'a créé parce que au fur et à mesure du temps, les souvenirs des gens s'effacent et la fiabilité d'un témoignage devient de plus en plus, plutôt de moins en moins pertinente au fur et à mesure que le temps s'éloigne, et puis le souvenir disparaît, et puis les gens disparaissent, et puis. Donc on a décidé un jour que quelqu'un, si pendant 20 ans il ne commet plus de faits qualifiés d'infraction, c'est peut-être qu'il n'est plus dangereux non plus. Maintenant, le gouvernement a la possibilité de faire voter des lois qui abolissent pour des affaires particulières le délit de prescription. Et chez nous, on a une affaire qui a beaucoup secoué le pays, qu'on appelait l'affaire des tueurs du Brabant. Ce sont des gens qui arrivaient avec des armes de guerre et qui massacraient d'autres personnes, essentiellement dans des supermarchés. Et pour les tueurs du Brabant, en tout cas, la prescription n'est toujours pas atteinte. À chaque fois, on la prolonge. Selon vous, est-ce qu'il faut plus de jeunes médecins pour continuer d'évoluer dans le domaine de la santé? Parce que maintenant, on a l'intelligence artificielle, on a vraiment plein de moyens à mise en œuvre. Est-ce qu'il faut plus de jeunes médecins? Perdez pas de vue que l'intelligence, elle est artificielle. Ça veut dire qu'elle va être capable de faire ce qu'on lui a permis de faire, mais pas au-delà. L'intelligence humaine permet d'autres abstractions que l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire. Donc on a toujours besoin d'êtres humains. Pour l'instant, j'espère que ça va durer, parce que je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, on verra bien. Maintenant, par exemple, en radiologie, c'est vrai, c'est dit, c'est proclamé partout, que l'intelligence artificielle a plus de chances de repérer au scan une tâche qui est suspecte qu'un radiologue qui risquerait de passer à côté. Alors, vrai, pas vrai, c'est publié en tout cas. Ça fait un peu peur, objectivement. Ça veut dire que les machines peuvent être meilleures que nous, d'une certaine manière, et c'est sans doute vrai, d'une certaine manière. Mais ça n'empêche pas que l'esprit humain sera toujours nécessaire à un moment donné. Et donc que des jeunes s'investissent là-dedans, c'est hyper intéressant, hyper important, plutôt que des vieux comme moi, qui, à l'intelligence artificielle, comprennent à moitié ce qui se passe. Je lui ai demandé s'il arriverait à faire un chapitre de mes livres, ChatGPT. Et un jour, je lui ai posé des questions sur moi. Il répondait juste. Et puis je lui ai dit, je suis Philippe Boxeau. Et c'est alors lui qui m'a posé des questions sur moi. C'était très intriguant. C'est vraiment bien fait. Merci beaucoup, Monsieur Boxeau, d'avoir accepté cette interview avec Ahmed. Est-ce que ça vous a plu? Oui, très bien. Ouais, très cool. Ça vous a plu. On a parlé un peu de vos livres. Votre 4e qui sortira le 27 août. On a le titre du livre déjà? Je l'ai oublié en même temps. Il me semble que c'était La mort, c'est ma vie. Merci. C'est faux, ça m'est venu. C'est pas mal. C'est peut-être moi qui ai écrit le livre finalement. Ouais, peut-être. Je trouve, personne ne le sait, mais c'est moi derrière tout ça. Le titre est choisi par l'éditeur, de même que la photo. C'est pas moi qui choisis. Ah, c'est pas vous qui choisissez? Non, je donne mon aval. Bon, merci beaucoup du coup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous d'être venu. Merci de m'avoir invité. Ouais, plaisir. Vous avez un petit mot à ajouter, peut-être pour les étudiants d'Hermione qui nous regardent. Bon courage les gars. Et surtout, ne lâchez rien.